Une discipline, tiens, dont on entend... Moi, j'en avais jamais entendu parler avant un petit peu quand même, mais là, d'un seul coup, on sent qu'elle émerge. Ça s'appelle la science de la science. Et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëtan de Rassenfos, qui est professeur au collège management de l'EPFL. C'est bien ça, C'est Gaëtan? bien ça, Fred. Et qui va lever le voile sur cette nouvelle discipline de la science. Donc, comme je disais, pas très connue. C'est une discipline qui s'enseigne à l'EPFL? Alors, c'est une discipline qui se recherche, dont on fait de la recherche à l'EPFL, mais on ne l'enseigne pas encore. Ouais. C'est vraiment assez émergent. Les premiers papiers sont apparus dans les années 70, donc il y a 30-40 ans, mais c'est vraiment depuis quelques années qu'il y a un momentum, en fait, et que la recherche se fait. Bon, ça reste toujours aussi mystérieux. Alors moi, je vous propose d'aller vous installer là, au milieu. Vous avez près de la télévision, voilà, une petite manette qui vous permet de diriger vos images. Le public est face à vous et c'est à vous de jouer, Gaëtan. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis Gaëtan de Rassenfos, professeur au collège de management à l'EPFL. Et contrairement à beaucoup de mes collègues, je ne suis pas ingénieur, mais économiste de formation. Donc, au cours des prochaines minutes, je vais vous expliquer cette nouvelle discipline, la science de la science. Je vais expliquer brièvement ce que c'est, pourquoi c'est important. Et j'aimerais bien vous montrer quelques résultats de recherche pour vous donner une idée du genre de questions qu'on regarde pour que ça soit un peu plus concret. Alors, qu'est-ce que la science de la science? Eh bien, un article paru tout récemment dans la prestigieuse revue Science, qui est une des plus grandes revues généralistes qui existent, nous en donne une définition. La science de la science repose sur une approche, et je lis, transdisciplinaire qui utilise de grands jeux de données pour étudier les mécanismes sous-jacents à l'exercice de la science, allant d'un problème de recherche aux trajectoires de carrière, en passant par le progrès dans un domaine donné. Un peu compliqué, mais globalement, il s'agit de l'utilisation d'outils scientifiques pour étudier le fonctionnement de la science. Et ces outils proviennent de disciplines comme l'économie, la gestion, la sociologie, les systèmes complexes ou l'histoire de la science. Il s'agit, comme Fred l'a dit, d'un domaine assez émergent. Il n'y a pas encore d'ailleurs de communauté scientifique réellement définie. Et donc on est vraiment dans le préambule en fait, de la naissance de ce nouveau champ. Première question éminemment importante, pourquoi étudier le fonctionnement de la science? Pourquoi ces disciplines est-elle importante? Eh bien, figurez-vous que rien qu'en Suisse, environ 15 milliards de francs sont investis chaque année dans la recherche et le développement. À l'échelle du pays, on parle d'à peu près 3% de la richesse produite par le pays, donc du produit intérieur brut. Une partie de ces 15 milliards sont investis directement par de l'argent public, donc par la Confédération et les cantons. On parle d'environ 6 milliards. Et pour vous donner une idée, c'est à peu près la même chose que le budget qu'on investit dans la défense, donc tout ce qui est militaire, et un peu plus du double des dépenses agricoles. Donc c'est quand même un poste de dépense assez important. Et qui dit argent public, dit argent des taxes, donc en partie votre argent. D'où l'intérêt de l'utiliser au mieux, donc ne pas investir trop ni trop peu dans la science. On pourrait penser qu'il faut investir un maximum ou le plus possible dans la science, mais peut-être pas forcément, et de la dépenser de la bonne manière. D'où la première question. Combien faut-il en fait investir dans la recherche? Eh bien, pour répondre à cette question, l'économiste que je suis a besoin de deux informations essentielles. La première, comprendre quels sont les objectifs de l'investissement public en recherche. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend assez bien. Et la formation des chercheurs, il y en a beaucoup ici à l'EPFL, et la création de savoir sont deux objectifs importants. La deuxième information qu'on aurait besoin de savoir, c'est comment quantifier ces objectifs, parvenir à quantifier la création de savoir, typiquement. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et il faudrait également arriver à quantifier non seulement la quantité en elle-même, mais aussi la valeur, en fait, de ce savoir. Donc, idéalement, on aimerait bien avoir une estimation monétaire, si vous voulez, de la valeur de la science ou du savoir qui a été produit. Et ça, c'est extrêmement compliqué. En fait, c'est tellement compliqué qu'on ne le fait pas vraiment. Mais si on le faisait, on pourrait estimer ce qu'on appelle le rendement de la recherche, ou simplement le retour sur investissement, si vous voulez. Et ça nous permettrait de comparer le retour ou le rendement de l'investissement dans la science avec le rendement de l'investissement dans la santé ou dans l'éducation ou dans d'autres postes. Donc en pratique, donc ça c'était pour la théorie, en pratique, figurez-vous qu'on ne sait pas vraiment combien il faut investir dans la recherche. On n'a pas vraiment de montant optimal. On appelle, donc en général, puisqu'on a cette difficulté de quantifier de manière optimale d'un point de vue économique l'information, ce qu'on cherche à faire, c'est on estime le budget de l'État
l'État définit son budget au moyen de ce qu'on appelle un arbitrage. Autrement dit, les hommes et les femmes politiques discutent et se mettent d'accord sur combien investir dans la recherche versus combien investir dans la santé versus combien investir dans l'assurance chômage. Donc des discussions plus ou moins civilisées, mais en Suisse, assez civilisées quand même. Une deuxième manière pour définir le montant optimal à investir dans la recherche est simplement la comparaison internationale. Avec ici une version des slides qui n'est malheureusement pas du tout à jour. Mais bon, on va faire ça. Donc la comparaison internationale permet de définir, si vous voulez, de s'établir par rapport aux autres pays. Donc il se trouve que les chiffres de 3% qu'on a vus en Suisse est en fait l'objectif que s'était fixé l'Union européenne au début des années 2000 dans ce qu'on a appelé la stratégie de Lisbonne. Et un des objectifs était pour l'Europe d'investir 3% dans la recherche et développement. Il se trouve que l'Europe en est loin. La Suisse, n'étant pas membre de l'Union européenne, y est arrivée. Mais de manière intéressante, ces 3% que l'Europe s'était fixés, en fait, n'étaient pas basés sur des critères objectifs ou des critères vraiment, des études sérieuses. Il se trouve que c'était le montant vers lequel tendaient les États-Unis à l'époque. Donc, l'Europe, qui était un peu à la traîne, se dit tiens, les États-Unis sont à 2,5%, nous on est à 1,5% ou 2%, on va tendre vers 3%. Donc de nouveau ici, on a très peu d'études concrètes sur ces questions. Bref, je pense que vous avez compris maintenant que le montant à investir dans la science fait l'objet de très peu de rigueur scientifique. On a de l'arbitrage, de la comparaison internationale, mais en fait, au final, on est quand même assez dans le flou. Et l'objectif de la science est précisément de mettre un peu de rigueur dans tout ça. Alors c'est évidemment une tâche énorme et tellement complexe, il faut la morceler. Donc on va regarder différentes petites questions, différentes petites sous-questions pour faire émerger en fait petit à petit, améliorer la base de connaissances pour comprendre comment fonctionne le système de la science. D'où la prochaine question. Qu'a-t-on déjà appris ? Eh bien, on a quand même déjà appris beaucoup de choses, fort heureusement. On est encore loin de tout connaître, mais on a quand même déjà pas mal de connaissances. Et l'objectif des prochaines minutes, ce serait de vous montrer un champ de recherche particulier pour vous montrer le genre d'études que l'on fait. Et je vais m'attarder sur le cas des collaborations. Alors, on sait que les collaborations augmentent au cours du temps. On sait que la taille des équipes de recherche augmente au cours du temps. Par exemple, ici, on a un papier avec plus de 5000 co-auteurs qui a été publié tout récemment, il y a quelques mois. Les pages de contenu sont listées en vert, les pages de contenu scientifique, et les pages qui listent le nombre de co-auteurs, qui listent les noms des co-auteurs, sont listées en rouge. Et donc, on a plus de pages de contenu que de pages de co-auteurs. Donc ça, c'était vraiment un exemple assez flagrant, mais bien sûr, dans la plupart des cas, les équipes de recherche tournent autour de 5 à 10, ou beaucoup moins dans certaines disciplines. On sait aussi pourquoi les collaborations se créent. Donc on sait qu'elles augmentent au cours du temps, on sait pourquoi elles se créent. C'est ce qu'on appelle le poids de la connaissance. Autrement dit, pour qu'un chercheur puisse parvenir à contribuer à créer de la science, il doit lui-même arriver à la frontière de la connaissance. Mais évidemment, au cours du temps, la masse de connaissances augmente, et donc on doit petit à petit, au cours du temps, on doit se focaliser dans des champs de recherche de plus en plus étroits pour pouvoir arriver à la frontière, pouvoir espérer à la frontière, et ainsi contribuer. Et en fait, on dit que le poids de la connaissance, the burden of knowledge, a tué l'homme de la Renaissance. Donc le temps des Léonard de Vinci, qui avaient la capacité de contribuer à différentes disciplines de recherche, est bel et bien révolu. À l'heure actuelle, les chercheurs doivent se spécialiser pour permettre de contribuer à la science. Et qui dit spécialisation, dit s'associer avec d'autres chercheurs qui ont des compétences complémentaires. Alors si on sait pourquoi les collaborations se créent, on sait moins comment elles se créent. Alors on aurait tendance à penser, dans un monde globalisé, que les chercheurs vont se mettre en relation avec d'autres chercheurs qui ont des compétences complémentaires. Il se trouve que c'est le cas, en partie, mais pas uniquement. Et j'aimerais bien vous expliquer ici le rôle des contraintes géographiques, ou le cas de la géographie. On se demande dans quelle mesure des facteurs externes, en fait, impactent la création de la science. Et ici, on va regarder le rôle des contraintes géographiques. Alors, si on voulait étudier le rôle des contraintes géographiques dans la production de la science, par exemple, prenons mon cas, je suis un chercheur basé à Lausanne. Si la plupart de mes co-auteurs sont basés à Lausanne, on pourrait se dire, en fait,
effectivement, puisqu'il collabore avec des chercheurs basés à Lausanne, eh bien, sans doute que la contrainte géographique joue un rôle important. Mais ce n'est pas forcément le cas, dans la mesure où peut-être que mes contraintes géographiques ne sont pas réellement des contraintes géographiques, mais simplement le fait que je sois moi-même intéressé par certains sujets qui sont beaucoup étudiés dans la région lausannoise ou en Suisse. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que moi-même je suis venu en Suisse. Donc c'est pas parce que je collabore avec des chercheurs suisses qu'il y a des contraintes géographiques. Pour étudier le rôle de la géographie, on devrait, si vous voulez, peut-être modifier l'espace, tordre l'espace, me déplacer moi-même de manière aléatoire à Zurich ou en Chine et voir si je continue à collaborer avec des chercheurs lausannois ou si je commence à collaborer avec des chercheurs chinois. Eh bien, il se trouve que des chercheurs ont appliqué cette idée. Donc, ils n'ont pas regardé, si vous voulez, une modification de l'espace, mais plutôt une modification du coût de voyager entre l'espace. Ici, une modification du coût de voyager entre deux villes. Ils ont regardé l'effet qu'a eu l'introduction d'une compagnie aérienne low cost aux États-Unis, Southwest Airlines, qui a globalement diminué de 50% les coûts de voyage aux États-Unis au cours des 30 dernières années. Et ils ont remarqué qu'à chaque ouverture d'une nouvelle ligne Southwest Airlines entre deux villes, le nombre de collaborations entre chercheurs avait tendance à augmenter. Et donc ici, on est devant un cas concret où des facteurs externes impactent la création de la science, si vous voulez. D'autres chercheurs ont vraiment considéré pour le coup une modification de l'espace. Ici, on parle de la découverte d'amiante sur le campus de Jussieu, à Paris, où, étant donné la découverte d'amiante, certains laboratoires ont dû être déplacés ailleurs sur le campus, de manière un peu aléatoire et un peu en urgence. Et les auteurs de cet article ici ont suivi ou ont regardé comment le déplacement d'un laboratoire a changé en fait la structure des collaborations. Ils ont remarqué que les chercheurs, quand ils avaient été déplacés, commençaient à collaborer avec les chercheurs de leur nouvel environnement. Et donc ici, c'est plutôt le cas de la microgéographie, l'effet de la microgéographie sur la formation de la science. Et ces deux papiers illustrent très bien l'importance des facteurs externes. Alors, qui dit facteurs externes ne dit pas nécessairement que les chercheurs en eux-mêmes n'ont pas de rôle à jouer. Et ici, on a un dernier papier qui s'est attardé sur le rôle des chercheurs superstars. En particulier, il faut se demander mais quelle est l'importance ou quel est le rôle des chercheurs superstars sur leur environnement en eux-mêmes. Pour étudier cette question, on devrait donc quel est le rôle des chercheurs superstars sur leurs collaborateurs, sur la productivité de leurs collaborateurs. Pour étudier cette question, on devrait idéalement suivre les collaborateurs des superstars pendant une longue période de temps et du jour au lendemain retirer ou les empêcher de collaborer avec les superstars et voir comment leur productivité a été impactée. Eh bien, c'est précisément ce que d'autres chercheurs ont fait. En fait, ils ont regardé le décès inopiné des chercheurs superstars, donc des personnes qui sont malheureusement décédées à 50 ans, par exemple, avec à cause d'une crise cardiaque. Ils ont regardé l'impact que ça avait sur les collaborateurs. Et ils ont remarqué que la perte d'une superstar réduisait la productivité des chercheurs d'environ 8%. Et donc, si vous voulez, ça, c'est une mesure du rayonnement de ces superstars. Bref, au travers de ces quelques exemples, j'ai voulu vous illustrer de manière un peu originale, par des vols d'avion, par le décès inopiné, par de la découverte d'amiante, que toute une série de facteurs avaient un impact sur la création de science, et en particulier sur les collaborations. C'est évidemment un immense puzzle. Comprendre la question du fonctionnement de la science est un immense puzzle auquel nous sommes patiemment en train de contribuer. Merci beaucoup. Merci. Intéressant ces études d'ailleurs, très, très ponctuelles, mais à la fois sur les collaborations, le déplacement des compagnies low cost, etc. Mais tout ça c'est très très ponctuel, mais au départ de votre exposé, vous soulevez une question qui est quand même extrêmement délicate et qui va peut-être pas mettre d'accord tous les scientifiques là-dessus. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser dans le public, n'hésitez pas, allez-y, il y a des micros, vous pouvez intervenir. Enfin bon, moi je prends un petit peu de recul par rapport à ça en tant que journaliste, mais quand j'entends, excusez-moi, hein, c'est vous qui le prononcez, rendement de la recherche ou de retour sur investissement. Bien entendu qu'on peut considérer qu'il y a peut-être parfois des choses dans la recherche, on ne sait pas trop où c'est devenu, etc. Il y a peut-être du ménage un petit peu à faire, mais est-ce qu'on peut parler de rendement de la recherche et de retour sur investissement? Parce que par définition, la recherche, en particulier la recherche fondamentale, vous savez très bien qu'elle peut être très bénéfique et qu'on ne va jamais savoir qu'un tout petit bout de recherche, d'un seul coup qui paraît insignifiant comme ça, cumulé à d'autres recherches, va faire qu'on va avoir une découverte absolument terrible. Donc à partir de quand vous estimez faut le faire à court terme? Comment vous pouvez faire ça?
Ça, c'est évidemment une question primordiale. Voilà. Je suis sûr que je ne te remercie pas de me l'avoir posée. Mais si, elle est importante. Non, parce que les mots que vous pouvez prononcer au départ, même si bien entendu, vous, c'est une vision peut-être plus d'économiste, hein, bien entendu, et c'est normal, et l'économie, ça peut être considéré comme une science. Voilà, une certaine approche. On dit les sciences économiques. Voilà, on dit les sciences économiques. Peut-être bah oui, elles appellent forcément des questions. Non, alors, donc il faut faire. Donc c'est une question très importante. Vous avez certainement beaucoup d'avis sur la question, mais de mon point de vue, il faut faire une différence entre quantifier et évaluer. Je pense que investir de l'argent dans un trou noir financier n'est pas une bonne pratique. À l'inverse, évaluer et mettre trop de pression et attendre un retour sur investissement de X% n'est évidemment pas adapté à la science. La science n'est pas un type d'investissement comme un autre. Donc je pense qu'on doit faire énormément de progrès sur la quantification. On doit comprendre justement quels sont les temps de gestation de la recherche. Est-ce qu'on parle en recherche fondamentale à partir de combien de temps en fait, la recherche se manifeste dans la vie de tous les jours? 40 ans, 50 ans, parfois plus, parfois moins. Donc il faut faire cette différence. Néanmoins, c'est sûr que dès qu'on commence à quantifier, les gens commencent à évaluer. Et le meilleur exemple, c'est la pression qu'on a sur les publications, sur les journaux, sur les citations. Et je pense que tant qu'on n'a pas une bonne compréhension de tous les tenants et aboutissants, il peut être dangereux de quantifier, même d'évaluer, par contre. Donc il y a un certain danger quand même à apporter ça. Bien sûr. Mais donc, parce que c'est le début quand même de votre présentation, de votre exposé, ça semble être l'élément fondamental pour justifier l'existence de la science de la science. Alors oui et non. Alors effectivement, c'est de l'argent public, donc on doit s'inquiéter de comment notre argent de taxes est utilisé. Et pour le moment, on n'a juste aucune idée. On est vraiment dans le noir, on ne sait pas combien il faut investir dans la science. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas de réponse, mais ça, on n'en sait rien. Mais la science de la science, à long terme, a l'objectif de quantifier le rendement ou le retour ou l'impact de la science. Et le but principal, si vous voulez, c'est quelque part pour les chercheurs de légitimer leur utilité. Parce que très souvent, quand il faut couper dans un budget, la science a des impacts long terme, on ne les comprend pas bien, donc on a tendance à les couper. Et il y a aussi ensuite l'utilisation optimale de cet argent. Est-ce qu'il faut la donner via du financement en bloc aux universités? Est-ce qu'il faut donner de l'argent, un chèque en blanc à l'EPFL ou à l'Université de Lausanne? Ou est-ce qu'il faut donner du financement au Fonds national suisse via du financement compétitif auquel les chercheurs vont postuler via des bourses? Faut-il imposer des partenariats ou une collaboration avec le privé pour assurer que la connaissance soit transmise dans le secteur privé? Donc il y a non seulement le montant, mais aussi les moyens de distribution. Et puis, je ne sais pas si j'ai empiété sur une question, mais combien donner aux mathématiques par rapport à la médecine, par rapport à l'économie? Pas facile non plus, parce que parfois ce sont des mouvements de mode. Bon, on sait très bien, et sans doute tant mieux, on parle beaucoup des questions environnementales aujourd'hui, donc probablement que les secteurs de recherche qui travaillent sur l'environnement bénéficient de moyens. Je dis tant mieux, mais peut-être qu'à côté de ça, il y a des gens qui travaillent dans un petit secteur pointu, dans un domaine médical qu'on connaît moins et qui se retrouvent privés du coup. Tout à fait, et donc il y a une série de priorités ici qui doivent être définies a priori par le public. Ceci dit, beaucoup de financements, par exemple sur l'énergie verte, sont mis en... Attention au mot énergie verte. Hein. Renouvelable. Attention au mot énergie verte, je fais attention, très très attention. Non, c'est vrai, hein, je le dis au passage, parce que rien contre d'ailleurs, mais ce mot-là est un petit peu marketing. De toute façon, l'énergie n'a pas de couleur. Et les énergies que l'on connaît aujourd'hui ne sont pas parfaites sur le plan environnemental, ni les unes ni les autres, même s'il y en a certaines qui sont mieux que d'autres. Exactement. Donc, on va dire plus globalement, mettre de l'argent sur les questions environnementales n'empêche pas, en fait... Enfin, c'est de l'argent qui va être distribué à travers toute une série de disciplines. Peut-être un peu moins, peut-être les mathématiques, mais certains domaines de la physique, certains domaines de l'économie, certains domaines de la chimie. Donc, on peut quand même soutenir l'entièreté des sciences, juste lui donner une mission, si vous voulez, ou un objet de recherche, un objet orienté. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre exposé, finalement, l'arbitrage à la fin se fait de façon politique, donc ce sont les politiques qui font l'arbitrage. Et vous essayez de mettre en place une discipline, la science de la science, qui est là pour justement mieux comprendre le fonctionnement de la science et donner à ceux qui prennent les décisions des outils pour évaluer. C'est ça. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'en général, les arbitrages politiques s'appuient sur des études scientifiques ?
Alors, non, dans la mesure où il y a très peu d'études scientifiques pour le moment. Et je vais citer ici Marianne Feldman, qui était la première directrice au NSF, The National Science Foundation, du programme Science of Science, qui a dit, eh bien, si on veut convaincre le Congrès américain, pour le cas, d'investir de l'argent, c'est tellement facile de le faire en médecine. C'est un peu polémique, mais l'idée était, c'est tellement facile de le faire en médecine. Il suffit de montrer un enfant malade qui a été guéri suite à une avancée médicale, et les gens du Congrès seront émus et vont mettre de l'argent en médecine. En mathématiques, c'est beaucoup plus dur. Bien sûr, montrer une équation, oui, ça joue moins sur les émotions, on l'imagine. Alors, il nous reste 2 minutes. Juste, dites-nous, parce que c'est quand même passionnant. Alors, ça a l'air compliqué, hein, cette science de la science. Ça touche à beaucoup de domaines. Il y a de l'économie, de la sociologie, des sciences. Qu'est-ce qui se passe à l'EPFL? C'est en plein développement? Si on a envie de l'apprendre, c'est au niveau de quoi? D'un master? Comment ça se passe? Alors, si on veut l'apprendre, c'est plutôt au niveau Oui, si on veut connaître, faut... C'est plutôt, donc on a effectivement un master en management, où on va peut-être brièvement parler de certaines de ces questions. Et j'en profite pour... peu de gens savent en fait qu'on fait de la science de gestion au sein de l'EPFL, mais quand on pense globalement aux ingénieurs, il est important pour les ingénieurs d'avoir la capacité de bien communiquer, par exemple, ou de pouvoir comprendre les contraintes économiques de leur environnement. Et ça, c'est typiquement une formation plus large qu'on offre au sein du Pas système. être isolé simplement dans leur discipline, voir le contexte, Exactement. Le contexte général. On peut être un très très bon ingénieur si on n'arrive pas à communiquer, si on n'arrive pas à comprendre le monde dans lequel on vit. Nos idées auront quand même un peu moins d'impact. D'accord. Quelle place vous laissez à l'évaluation? Parce qu'au CNRS en France, finalement, le comité d'éthique avait un peu tranché. Je ne juge pas, je vous dis simplement ce qui se passe. Ils disent l'évaluation qualitative de la recherche par les pairs doit rester la règle. C'est vrai. Et en général, ici je vais citer en fait l'université de Chicago, qui est une des meilleures universités en économie, où on demande souvent, mais quels sont les critères en fait, pour être promu professeur à l'Université de Chicago? Combien de papiers faut-il? Et eux avaient répondu, à Chicago, on ne compte pas les papiers, on les lit. Et je pense que c'est vrai, le qualitatif est très important. Néanmoins, à une grande échelle, il ne marche pas vraiment. Certains pays ont essayé, l'Italie, l'Angleterre, ce sont des exercices énormes qui coûtent énormément d'argent. La vérité est sans doute au milieu.